Bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence ce matin pour cette nouvelle session, la 7e du colloque Médias de l'image, donc créé, mis en place, organisé par le CRESEM en partenariat avec Visa pour l'image et le CIP. Et un colloque qui est coordonné principalement par Virginie Soulier et Wilfried Estève. Ce matin, nous allons aborder la perception et l'appropriation du monde par l'image dans différents médias. Nous aurons 3 intervenants. Pierre Guivaudon, qui est déjà installé là-bas. Donc Pierre est doctorant à l'Université de Lille. Il est en 3e année de thèse et s'intéresse notamment aux clichés rapportés par des explorateurs à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Il fera des liens plus larges avec l'activité de presse et notamment le rapport avec les dessinateurs. Ensuite, nous aurons Yves Chevaldonnet. Yves Chevaldonnet qui est maître de conférence à l'Université de Perpignan via Domitia. Il est au laboratoire CRESEM et il travaille plus particulièrement sur l'histoire du cinéma. Sa conférence portera notamment sur les débuts du cinéma et nous aurons certainement quelques visuels qui vont nous rappeler le réalisme qu'a apporté cette nouvelle technologie en son temps. Enfin, Louis Boulet, ici, donc doctorant Sorbonne Nouvelle, va évoquer quelques stratégies d'exposition contemporaine du photojournalisme sur la base de son travail et de son expérience sur des expositions plus contemporaines. Au cours de cette session, nous couvrirons donc une période d'environ 120-130 ans, non plus, 140, 150, de l'histoire de la photographie et nous aurons comme ça un aperçu longitudinal des travaux qui peuvent être conduits dans ce type de domaine. Donc Pierre Guivaudon, vous avez 20 minutes, c'est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction et merci d'avoir accepté mon projet de communication pour ce colloque. Donc, en effet, je vais vous parler d'images de presse à la fin du 19e siècle, puisque à cette période-là, la presse est un des vecteurs principaux de diffusion des images. Donc, on peut penser par exemple à l'hebdomadaire illustré très connu, l'Illustration en France, qui démarre à la fin des années 40. Moi, je vais me concentrer, pour étudier la place du médium photographique dans la presse, je vais me concentrer sur le cas des photographies rapportées par les explorateurs français à la fin du siècle, comme vous l'avez dit. Donc ces photographies sont publiées sous une forme un peu spéciale dans 2 journaux spécialisés que je vais étudier aujourd'hui. Le Tour du Monde d'une part et le Journal des voyages et des aventures de terre et de mer. Donc vous avez 2 unes à l'image. Donc ces 2 journaux que je vais présenter un peu avant d'aborder la question des images qui y sont publiées, ces 2 journaux sont conçus comme des médiateurs qui mettent en contact des voyageurs et des lecteurs. Ils se donnent pour objectif principal la vulgarisation des connaissances géographiques et ethnographiques auprès du grand public. Ils contribuent également à promouvoir les valeurs colonialistes, en particulier le Journal des voyages. Donc d'abord, on va comparer leur histoire rapidement. Donc, le Tour du Monde est créé par l'important homme de presse Édouard Charton en 1860 et il dirige ce journal jusqu'à sa mort en 1890. C'est un hebdomadaire de 16 pages en moyenne, richement illustré de gravures en noir et blanc, dont toujours une sur la première page, donc, qui occupe en général le tiers ou la moitié de la première page. Il s'adresse à un public relativement aisé et à un public familial, donc il est destiné autant aux adultes qu'aux enfants. Le Journal des voyages et des aventures de terre et mer est plus tardif et surtout 3 fois moins cher, donc plus populaire. Un numéro du Journal des voyages coûte 15 centimes contre 50 centimes pour le Tour du Monde, donc il est plus accessible. Il paraît à partir de 1877 et rencontre un succès qui ne se dément pas jusque dans les années 1920. Ce journal présente la particularité de publier à la fois des récits de voyage réels et des romans feuilletons qui parlent de voyage, mais donc des récits de voyage fictifs. Et il mêle les 2 types de narration qui ont les mêmes constructions et qui sont tous les 2 illustrés par des images qui souvent se ressemblent beaucoup.
Donc une part importante des récits et des images publiées dans ces revues ont pour sujet les voyages lointains, les voyages d'exploration. Dans le Tour du monde, les voyages en Europe représentent 1/3 des récits publiés et les 2/3 restants se répartissent entre l'Asie, l'Amérique et l'Afrique, avec une prévalence progressive de l'Afrique à la fin des années 1880. Le journal des voyages est plus sensationnaliste et donc davantage ancré dans une idéologie colonialiste, et il s'intéresse donc principalement aux espaces lointains qui font l'objet d'exploration et de guerres de conquête coloniale, en mettant en valeur la figure stéréotypée de l'explorateur aventurier qui se confronte à un monde hostile. Au cœur du projet éditorial de ces deux journaux se trouve donc l'image. Donc ils utilisent l'image comme argument d'autopromotion et ils la mettent au centre de leur conception de leur travail éditorial. Donc dans le premier numéro du Tour du Monde, qui paraît le 30 juin 1860, le rédacteur en chef, en quelque sorte, le créateur du journal, Édouard Charton, met en avant la place de l'image. Il veut se démarquer des publications existantes qui, pour lui, présentent des illustrations fantaisistes. Et il définit, lui, l'illustration qu'il veut pour son journal comme un reflet du réel, du vécu des voyageurs. Et il conçoit l'image comme un supplément d'information, comme une information visuelle et non plus comme une simple illustration d'un récit. Parmi toutes les images disponibles à l'époque, Édouard Charton privilégie dans son discours, dans son éditorial, la photographie qui constitue pour lui, je cite, un miroir dont le témoignage matériel ne saurait être suspect et doit être préféré même à des dessins d'un très grand mérite. Donc ça, on retrouve ici la valeur de vérité très classique dans les discours de cette époque qui est attachée à la photographie. Le journal des voyages, comme vous pouvez le voir dans la deuxième citation, met aussi en avant le travail qu'il effectue sur les illustrations. Cependant, à la différence du Tour du Monde, il insiste moins sur la centralité de la photographie et davantage sur le travail des illustrateurs qui travaillent pour le journal. Donc, je ne vais pas lire en entier la citation, mais vous voyez qu'il y a des noms. C'est encore un extrait d'un éditorial paru dans le Journal des Voyages en 1993, donc assez tardivement. Et ce qui est mis en avant pour les images, c'est le travail du graveur Monsieur Vintraud et le travail de 4 dessinateurs dont vous avez les noms en gras, de 5 dessinateurs, pardon, dont le style est rapidement résumé après leur nom. Donc, il faut bien rappeler qu'à cette époque, la reproduction directe de la photographie dans la presse est impossible. Enfin, en 1893, ça devient possible, mais ce n'est pas encore courant. Et on en passe donc nécessairement par le travail d'illustrateurs qui reprennent les photographies, les redessinent en les respectant plus ou moins fidèlement. Donc ils préparent la gravure qui est ensuite reproduite par un graveur selon il y a différentes techniques envisageables, mais jusqu'aux années 90, la technique dominante, c'est la technique de la gravure sur bois debout. Et donc, on voit bien par cette citation du Journal des Voyages que le travail de production des illustrations est un travail de coproduction visuelle qui met en relation tout un réseau d'acteurs, donc les rédacteurs des articles, les illustrateurs, les graveurs et les éditeurs du journal. Ces deux journaux utilisent de plus en plus les images au fil du temps. Donc là, j'ai fait un décompte pour le Tour du Monde. J'ai fait le décompte sur 58 récits de voyage, le décompte du nombre de pages avec images. Donc on voit que dans les années 1870, on est à 60% de pages avec images, de pages illustrées. Et au début des années 1900, on arrive à 100%, ça se stabilise, c'est-à-dire que l'intégralité des pages comprennent des images. Donc on a une forte progression des illustrations. Pour le Journal des Voyages, la progression est comparable, puisqu'on passe de 30% environ de pages illustrées à 50%. Donc la différence, c'est qu'il y a toujours la moitié des pages qui ne sont pas illustrées, mais cela est dû en fait à une différence de moyens financiers des deux journaux. La progression est comparable. Donc on a une importance de plus en plus forte des illustrations dans l'édition de ces deux journaux. Cette augmentation de la place de l'image se traduit graphiquement. Donc là, c'est une schématisation de différentes livraisons du Tour du Monde.
Donc vous voyez en haut, on a un récit des années 1880. Vous voyez que la place de l'image est très normée, elle est centrale, elle axe l'organisation de toute la page. On a des pleines pages et sinon on a des tiers de page ou des demi-pages qui sont toujours placés au milieu de la page. Dans les années 90, le graphisme de la page évolue considérablement. La place de l'image est beaucoup plus libre, elle est plus du tout centrale, hormis les pleines pages. On a des images qui se superposent, on a des cadres de photographie aux formes beaucoup plus diverses qui dynamisent l'organisation graphique de la page. Donc, pour créer ces illustrations, les illustrateurs peuvent procéder de deux façons. Soit ils ont à leur disposition un matériel visuel, soit ils n'en ont pas et ils ne peuvent avoir recours qu'à leur imagination ou au texte qui est publié. En cela, les deux journaux que j'étudie ont un accès différent aux sources visuelles. La rédaction du Tour du Monde dispose d'un réseau d'informateurs très important, puisque son directeur, Édouard Charton, est membre de la Société de géographie de Paris, qui parraine tous les voyages d'exploration et qui prépare les explorateurs et qui les reçoit à leur retour. Et donc, comme Édouard Charton fait partie de cette société de géographie, il peut entrer directement en contact avec les explorateurs et leur demander de leur fournir non seulement un texte pour le journal, mais aussi des photographies, des croquis, des objets rapportés de leur voyage. Donc, ça fait du Tour du Monde un cas assez particulier dans la presse du 19e siècle, puisque le rédacteur de l'article est aussi celui qui fournit les images, les sources visuelles. Les illustrateurs, donc, utilisent tous les objets prêtés provisoirement par l'explorateur pour réaliser leur dessin. À l'inverse, le réseau du Journal des Voyages est beaucoup moins puissant, beaucoup moins dense. Il ne dispose pas de relations privilégiées avec une société savante. Et donc, d'autre part, une partie des récits de voyage sont rédigés par des journalistes et pas par les voyageurs eux-mêmes. Et ces journalistes ont pour principale source d'information simplement le fait d'assister aux conférences publiques que les explorateurs donnent à la Société de géographie. Donc, ils n'ont comme pour seule source la conférence et les images qui sont projetées lors de ces conférences. Ce qui fait qu'ensuite, ils dessinent que d'après leur mémoire et le texte de la conférence qui peut être publié dans des revues officielles. Et ça change à la fin des années 80, mais j'entre pas dans le détail, puisque à la fin des années 80, le Journal des Voyages gagne en notoriété et peut faire appel à des explorateurs qui écrivent des récits inédits pour le Journal des Voyages et qui fournissent à leur tour des illustrations au Journal des Voyages. Donc, au sein de ces images, de ces sources visuelles que fournissent les explorateurs aux illustrateurs du Tour du Monde, on trouve entre autres des photographies, mais la photographie est loin d'être une source prédominante avant les années 90. Contrairement à ce qui est affirmé par Édouard Charton et dans les éditoriaux, la photographie n'est pas du tout la première source visuelle et n'est qu'un type de source visuelle parmi d'autres. Donc là, pareil pour les 58 récits de voyage que j'ai étudiés et publiés dans le Tour du Monde. Je pense qu'on ne voit pas très bien, mais en bleu, c'est le pourcentage des images qui sont d'origine photographique, et en orange, c'est le pourcentage des images qui ont pour origine des croquis, des dessins d'explorateurs. Donc on voit que jusqu'au début des années 90, selon le récit, on a le même nombre d'images fournies par des photographies que par des dessins, produites à partir de photographies qu'à partir de dessins. Et c'est qu'à partir du début de 1892, en fait, que la photographie devient prédominante comme source visuelle d'information. Donc, à partir de là, maintenant, je vais vous montrer quelques usages que les illustrateurs font des photographies pour créer leurs gravures. Et on va voir qu'on est loin, que la reproduction à l'identique et fidèle de la photographie n'est pas du tout la règle, au moins dans les années 1870-1880. Donc j'ai pris plusieurs exemples de passage de la photographie à la gravure. Donc là, il s'agit du voyage d'un explorateur qui s'appelle Jules Crevaux, qui voyage dans l'Amazonie, donc dans l'Orénoque. Donc là, vous avez la photographie qui est rapportée en 1880 par Jules Crevaux. Donc vous voyez qu'il a mis en place un dispositif
qui imite un peu les portraits qu'on peut faire en France à la même époque, les portraits ethnographiques, avec un fond neutre, une bâche qui est mise sur le mur d'une case, et un homme qui pose devant avec un instrument de musique, non pas un instrument de musique, pardon, avec un instrument de chasse. Et vous voyez ce que l'illustrateur du Tour du Monde en fait. Donc il reprend la silhouette qu'il modifie légèrement et il place un fond assez flou et pas du tout détaillé de pseudo-forêt vierge. Donc il remplace le fond neutre original par un fond imaginaire. Donc ça, c'est une utilisation des photographies, et notamment des photographies ethnographiques que peuvent faire les illustrateurs. Une deuxième utilisation très importante de la photographie dans les pages du Tour du Monde, c'est l'utilisation pour le décor. Donc là, vous avez pareil pour le même voyage une photographie de végétation tropicale assez dense, et à droite, vous avez ce qu'en fait l'illustrateur. Donc, en fait, c'est au début du récit de voyage, quand l'explorateur est encore sur un bateau à vapeur, donc vous avez le vapeur à gauche, et ça, c'est le départ du voyage, donc c'est le départ du récit visuel avec le bateau, et sur la droite, il a reproduit, là, cette fois-ci, très exactement, la végétation, l'image qui avait été produite. Et donc là, l'image photographique sert à produire un décor réaliste très différent de celui de l'image d'avant. Un autre exemple, là encore, où le paysage, les montagnes, la végétation, le fleuve sont reproduits à l'identique, très fidèlement, et l'illustrateur rajoute une scène qui fait partie de la narration de l'exploration, avec un radeau de briquet de broc sur lequel on voit Jules Crevaux qui est assis au fond, et son personnel indigène qui est en train de ramer sur le radeau. Donc évidemment, ce radeau n'a pas été fait, en tout cas cette scène n'a pas été photographiée, et l'illustrateur se sert du décor pour replacer cette scène. Une autre pratique des illustrateurs est d'utiliser différentes photographies et de les réunir en une seule image, en une seule gravure. Donc vous avez cette gravure pleine page qui est publiée toujours dans le même récit, avec différentes silhouettes qui sont reproduites. Et donc on voit que l'organisation n'est pas du tout naturelle, même pour un portrait posé, ça paraît un peu trop équilibré pour être d'origine photographique. Et en fait, quand on va chercher dans les sources photographiques, on s'aperçoit qu'il a utilisé au minimum 4 photographies pour produire cette gravure, en éliminant certaines silhouettes, en utilisant le fond de celle qui est en haut à droite, et en replaçant les différentes silhouettes sur la gravure finale. Et en faisant ça, il donne une image unifiée. Ah déjà ? Ah oui. Une image unifiée d'une idée de communauté et d'une idée de famille réunie, puisqu'il y a à la fois des enfants, des personnes âgées, des femmes et des hommes qui sont réunis sur la même image. Ces compositions bon, ça je vais passer. Dans le même temps, l'autre journal, le journal des voyages, a un accès moindre aux photographies, donc il les utilise de manière différente. Là, vous avez 3 unes qui montrent une utilisation spécifique de l'esthétique composite. Donc, vous avez les portraits photographiques des explorateurs qui sont reproduits très fidèlement, parce que ces portraits sont très facilement accessibles pour n'importe qui à l'époque. Et ils sont placés sur un fond complètement imaginé par l'illustrateur à partir du texte de l'explorateur et pas à partir de sources visuelles. Un autre exemple de l'esthétique composite que développe le journal des voyages, c'est ces assemblages de composites d'images, donc avec toujours le portrait photographique de l'explorateur qui est reproduit, et d'un côté un certain nombre d'objets ethnographiques qui sont assemblés en une composition autour du portrait, et de l'autre côté des extraits de photographies et de croquis rapportés par l'explorateur et qui entourent le portrait de l'explorateur. Cette composition par juxtaposition que développe le journal des voyages est développée dans les années qui suivent, donc avec cette fois-ci des juxtapositions de plusieurs photographies et non plus un assemblage à partir de l'imagination ou de croquis. Et donc on voit à partir de cette esthétique de la composition par juxtaposition que l'intégrité de la photographie est beaucoup plus respectée
que dans le Tour du monde. Et en fait, les deux journaux n'ont pas du tout la même conception de ce qu'on doit faire d'une photographie et comment on doit la présenter dans un journal, comment on doit l'éditer dans un journal. Puisque le Tour du monde, jusqu'au milieu des années 90, comme il est doté d'un personnel d'illustrateurs très importants qui font valoir leur travail, jusqu'au milieu des années 90, le Tour du monde continue à pratiquer ces images composites synthétiques. Et c'est avec l'apparition d'un nouveau type, d'une nouvelle technique de reproduction des photographies par la simili-gravure et avec l'uniformisation des images rapportées par les explorateurs qui se mettent à rapporter uniquement des photographies au début des années 90, que le Tour du monde adopte à son tour une esthétique de la juxtaposition de photographies reproduites fidèlement cette fois-ci. Donc là, vous avez 3 exemples. À chaque fois, 2 images sont juxtaposées, 2 images d'origine photographique sont juxtaposées pour montrer le même objet géographique ou ethnographique sous 2 angles différents, donc une rivière en haut à gauche, la population d'un village et le village à droite, et un moulin à poivre, je crois, en bas à gauche, qui est montré sous 2 angles différents en reproduisant fidèlement des photographies. Cette esthétique de la juxtaposition qui vient remplacer l'esthétique de l'image composite concerne aussi les pleines pages. Donc là, c'est le cas d'un voyage au Sahara de Fernand Fourreau en 1895, pardon, j'arrive pas à dire. Et donc là, vous avez une narration qui est élaborée par la juxtaposition avec, à gauche, par exemple, une tente de bédouins dans laquelle l'explorateur reçoit des potentats locaux et en dessous un de ces potentats qui rend visite. Donc on voit que la tente est reproduite au second plan, en arrière-plan, pardon. Mais ces 2 images, contrairement à ce qui est fait dans le journal des voyages, sont encore une fois manipulées, puisqu'on a effacé des silhouettes autour du chameau, des silhouettes d'hommes sur pied autour du chameau, pour montrer uniquement le visiteur. Donc au milieu des années 90, c'est ma conclusion. Au milieu des années 1890, on a donc une modification de l'esthétique de référence à l'image composite synthétique qui a été élaborée par le dessinateur à partir de toutes les sources d'informations visuelles et textuelles disponibles. On passe à des ensembles d'images juxtaposées qui permettent une mise en récit ou une représentation plus complète du lieu représenté. Cela signifie que l'on donne alors à la photographie une prévalence auparavant simplement fantasmée par les éditeurs. Elle devient la source privilégiée et quasiment unique des illustrations, et son intégrité en tant qu'image s'impose comme nouvelle valeur de la charte médiatique. Cependant, jusqu'au début du XXe siècle, ces 2 journaux de voyage continuent de pratiquer les 2 esthétiques en même temps. On a donc dans ces 2 journaux un enchevêtrement de logiques visuelles et d'esthétiques différentes et parfois opposées. Et pas une simple passation d'une esthétique à une autre. Les 2 esthétiques coexistent, et c'est en étudiant ces 2 esthétiques qu'on peut, je pense, enrichir la compréhension des représentations visuelles de l'outre-mer en France à cette période. Merci Pierre Guivaudon pour votre intervention, très documentée, très illustrée, et qui nous a permis de découvrir une approche comparative sur des éléments que l'on n'a pas nécessairement l'habitude d'aborder. Alors, c'est vrai que votre thématique sur les explorateurs, les retours d'explorateurs, est un peu originale, surtout aujourd'hui, au sens où on a peut-être un petit peu perdu ce goût-là, un goût pour la géographie, un goût pour la terra incognita que l'on retrouve peut-être moins qu'auparavant. En revanche, on peut peut-être imaginer, et c'est une question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, qu'avec certaines nouvelles techniques de prise de vue, eh bien, on pourrait retrouver ce goût pour illustrer à nouveau différemment, ou alors parler avec l'image à nouveau différemment, comme on l'a fait à l'époque avec ces 2 revues. Je pense aux nouveaux moyens, comme les drones, les nouveaux types de photographies, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il y a une chose qui est problématique avec ces revues, c'est la représentation des personnes indigènes et la circulation. Par contre, pour ce qui est des paysages, c'est vrai qu'il y a beaucoup de photographies de paysages. C'est sûr qu'il y a des pratiques comparables
aujourd'hui et qui sont d'ailleurs hérités, je pense, de certaines représentations qui naissent à l'époque. On reproduit les mêmes types d'images de vision panoramique, par exemple, dans mon corpus, il y a des explorateurs qui essayent de pratiquer des photographies panoramiques sur le terrain de l'exploration, ce qui n'est pas évident à l'époque. Et donc, cette pratique de la photo panoramique peut être comparée à des pratiques contemporaines, je pense, de représentation, ce dont on parlait hier, là, les caméras multi 360, tout ça. Et oui, je pense. Alors il y a un enjeu, notamment avec l'environnement aujourd'hui, la préservation d'un certain nombre d'éléments de cette nature. Peut-être que dans la salle, certaines personnes souhaiteraient intervenir. Quelqu'un vous pose une question ? Oui, vas-y. Merci pour ta présentation, c'était vraiment passionnant là, de voir tous ces magazines que je ne connaissais pas. J'aimerais revenir sur ta conclusion. Si j'ai bien compris, en gros, il y avait les citations au début des rédacteurs en chef qui mettaient en avant la photographie comme la preuve, etc. Mais finalement, ça met du temps à se mettre en place dans les rédactions. Au tournant du XXe siècle, c'est plus le cas, mais ce n'est pas encore hégémonique. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette perception du coup de la photographie comme une preuve et comme un document extrêmement fiable, et sur la gravure qui visiblement était aussi perçue comme un document à qui on peut faire confiance, ou est-ce que c'était juste sur une illustration fantaisiste? Enfin, quelle était la perception du public sur ces gravures contre les photographies? En fait, je pense qu'il y a plus l'idée de la photographie qu'on touche pas et qu'on présente comme telle et qui a ainsi une valeur de vérité absolue, c'est pas du tout celle que les éditeurs et même les photographes ont à l'époque, et que les documents, les gravures qui sont produites pour le tour du monde ont réellement une valeur documentaire objective. Et c'est pas parce qu'on fait la synthèse de plusieurs photos ou de plusieurs images qu'on produit dans une seule gravure que ça a moins de valeur de vérité qu'une photo simple. Donc il y a une modification de la valeur de vérité de l'image en cette fin de siècle. Ça. On n'a pas de micro. Oui, bonjour, merci beaucoup. C'était très intéressant et effectivement très bien documenté. J'avais une question sur le choix de s'intéresser au récit de voyage, au récit d'exploration. Parce que je me demandais s'il y avait une différence dans l'utilisation, dans l'évolution peut-être de la gravure vers la photographie, ou de la gravure d'après photographie vers une plus grande utilisation de photographie sans gravure, je ne sais pas si je m'explique bien, dans les récits de voyage ou d'exploration par rapport à l'utilisation générale de l'illustration dans ce type d'illustré au 19e et au début du 20e. En fait, quand je compare avec les thèses qui sont faites sur des journaux illustrés qui n'ont rien à voir avec l'exploration, c'est à peu près la même chronologie d'évolution. La seule différence, c'est, comme je l'avais dit, c'est que les explorateurs fournissent eux-mêmes le texte et les images, et que les illustrateurs se reposent uniquement sur ça. Ils ne vont pas chercher d'images extérieures pour illustrer. Et alors que dans d'autres journaux comme l'Illustration, les illustrateurs ont pas du tout les mêmes sources que les rédacteurs des articles. C'est deux mondes différents. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc les chronologies sont à peu près les mêmes d'évolution. Il n'y a pas de spécificité des journaux de voyage. En fait, ça entre en corrélation avec les autres études qui sont faites sur d'autres journaux de l'époque, mais c'est plus sur l'origine des images que ça change le travail. Eh bien, je vous remercie. Mais votre questionnement sur la photographie comme preuve, surtout à cette époque-ci, nous interpelle aussi pour une autre raison. C'est que c'est sur le statut des images animées, des images en mouvement. Puisque si la photographie effectivement est fixe, a priori, nous avons dans les images en mouvement déjà des œuvres où Houdini, par exemple, entre guillemets, utilise des trucages pour faire croire à un certain nombre de choses, de l'illusion. Et ce qui montre que, à l'époque, la photo était encore crédible de ce point de vue-là, alors que le cinéma, la fiction,
ne l'était entre guillemets déjà plus. Et c'est ce dont va nous parler en partie Yves Chevaldonnet maintenant. Oh, quelle habile transition, c'est fou. Alors, je vais récupérer, ou peut-être qu'on peut, ouais, ou sinon, moi, je récupère ça, hein. Hop, ça devrait aller. Voilà. Alors, tac. Hop. Hop là. Bon, donc je vais en effet vous parler du cinématographe. Hein, donc le choix du terme évidemment souligne que je vais vous parler des débuts du cinéma et de la façon dont les premières images jouent un peu sur à la fois des effets de réalisme, des effets de réel, et puis aussi un élément, si j'arrive à ne pas trop prendre de temps et que ça viendra un petit peu plus tard, de ce côté inventaire et miroir du quotidien dont je voudrais vous parler. Alors, la première chose, petit rappel, hein, tout le monde connaît cette date, bien sûr. Le 28 décembre 1895, donc c'est la date de la première séance publique et payante du cinématographe Lumière. Alors pourquoi on précise publique et payante? D'abord parce qu'il y a eu d'autres présentations privées, mais aussi publiques, mais pas payantes. Et donc le 28 décembre 95, c'est le début de l'exploitation commerciale du cinéma. Donc évidemment, vu que c'est le 28 décembre à Paris, c'était pas précisé, mais c'est un peu évident. Après, le cinématographe sera exploité à partir de l'année 1896 dans le reste de la France. Alors, au départ, le cinématographe, c'est une nouveauté scientifique. On sait que les frères Lumière, c'est quelque chose d'assez connu. Ils l'ont eux-mêmes reconnu. Ils ne croyaient pas vraiment à l'avenir de leur nouveauté, de leur invention. Mais donc, au début, dans les tout premiers mois, les quelques premières années, c'était vraiment présenté comme une nouveauté scientifique et voilà, avec certains aspects de perfectionnement, entre autres de perfectionnement de la photographie. Il ne faut pas oublier que les Lumières, au départ, travaillaient au niveau de la photographie, que une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas vraiment cru en leur nouvelle invention, c'est qu'ils souhaitaient perfectionner la photographie en couleur particulièrement. Donc c'est pour ça, entre autres, que dans tous les premiers mois, disons les une ou deux premières années, quand on parlait de cinématographe, on parlait souvent, dans les journaux en particulier, de photographies animées. C'est une façon aussi pour moi de mentionner, vu que c'est évoqué dans la presse, que je vais beaucoup m'intéresser à la façon dont la presse présente le cinéma. D'abord parce que ce qui m'intéresse, c'est de me placer sur le plan de la réception et que de toute façon, en fait, à l'époque, les journalistes comme le public ne connaissant pas du tout cette nouvelle invention, les journalistes se contentaient pour l'essentiel de reprendre parfois intégralement les petits prospectus que leur envoyaient les exploitants itinérants. Alors, donc, rapidement, de quoi je vais parler? Du rapport au réel du cinéma. Donc, est-ce que c'est un rapport de type documentaire? On va voir que c'est un peu plus complexe que ça. Donc, je répète encore une fois, je me place sur le plan de la réception. Donc, comment le cinéma nouveau spectacle est présenté à la fois par ceux qui viennent l'exploiter, mais aussi ceux qui vont relayer l'exploitation dans les journaux. Hein. On est dans un colloque qui parle de photojournalisme et on va parler un peu d'image quand même. Comment est-il perçu après par le public? On va avoir quelques petits retours. Évidemment, c'est une période où on a très peu de retours concrets, fiables et vraiment documentés. Pour ces premières années, donc deux éléments essentiels, les effets de réel et en même temps l'effet magique du cinématographe. On verra qu'il y a un côté un peu paradoxal parfois dans la façon de présenter le cinématographe. Et puis, ce qui est lié donc à ce côté à la fois inventaire et effet miroir, cette fascination que les spectateurs avaient presque moins pour l'exotique, comme on vient de l'évoquer précédemment, que pour ce que Edgar Morin appelle le décor de leur vie familière. Donc, d'une certaine façon, les spectateurs de cinéma, ils sont presque plus intéressés par se voir que par voir des paysages, des gens qu'ils ne connaissent pas du tout, qui sont à l'autre bout du monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement inintéressés par voir des images venant d'ailleurs, mais on sent bien qu'il y a un attachement, et on va voir dans certains récits une espèce de délire dès qu'on peut se voir à l'écran de cinéma.
Alors, je vais donc parler de ces 3 thèmes, si j'arrive encore une fois à ne pas trop perdre de temps. Alors, le réel, donc le cinéma au départ, donc c'est perçu comme quelque chose de nouveau, et tout cet effet de réel par le mouvement, évidemment, ce que le cinématographe apporte à la photographie, c'est que ça bouge, d'où photographies animées. Donc, c'est aussi directement pris comme un argument publicitaire, donc on va retrouver après dans les journaux qui, je le répète encore une fois, ne sont souvent que la simple transcription plus ou moins arrangée de l'argument publicitaire écrit par l'exploitant. Donc on va retrouver, moi j'ai travaillé essentiellement sur 3 départements, surtout les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse, et de temps en temps, parce qu'il y a quelques cas qui étaient un peu plus spécifiques, j'ai aussi travaillé un peu sur la Vienne, donc les environs de Poitiers. Donc voilà, on va retrouver des expressions pour décrire ce que c'est que le cinéma. Il ne faut pas oublier qu'en 1896-97, les gens, donc encore une fois, n'avaient aucune idée de quoi il pouvait s'agir. Donc pour décrire ça, on parle de grandeur naturelle pour faire la distinction avec la photographie plus ou moins petite. Du fait que c'est une représentation comme dans la vie réelle. Les couleurs naturelles, ça peut surprendre parce que évidemment le cinématographe du départ, c'est un cinéma en noir et blanc, mais néanmoins il y a aussi des essais, alors soit de colorisation artificielle, soit de développement réel de pellicules couleurs. Gaumont en particulier avait beaucoup travaillé à ce niveau-là. Donc voilà, d'autres expressions saisissantes fidélité. Enfin, l'idée c'est vraiment d'insister sur le fait qu'on va avoir une vision réaliste du monde. Exemple tiré de l'Indépendant, donc un journal que vous voyez que l'Indépendant, pour ceux qui connaissent la région, existait déjà en 1896. Alors c'était pas exactement le même journal que maintenant. Il y a eu une petite rupture à un moment, mais donc voilà, on décrit ça dès 1896. Donc la première séance de cinématographe à Perpignan, le 5 juin 1896. Donc les passants, les voitures, les chevaux, tout le monde de la rue sont reproduits avec une telle précision dans leurs mouvements naturels et dans les positions les plus variées qu'on a l'illusion complète de la vie et de la réalité. Donc on a plusieurs fois le président machin, naturel, réalité, la vie, etc. On notera, je vais y revenir un petit peu plus tard, le côté un peu paradoxal de l'illusion complète de la vie et de la réalité. Illusion, réalité, à un moment il y a quelque chose d'un petit peu, encore une fois, paradoxal. Autre exemple, voilà, les cinétographes. J'insiste pas parce que j'ai pas le temps, mais ne vous étonnez pas de temps en temps de voir des expressions qui c'est pas cinématographe. Il y a des trucs, je vous ai épargné les trucs les plus folkloriques, mais les cinémas entre guillemets qui étaient présentés pouvaient parfois prendre des noms un peu folkloriques, encore une fois. Donc le cinématographe prend sur le vif et reproduit avec une superbe exactitude la nature vivante et animée. Alors, toujours réel pris comme argument publicitaire. Donc, il y a ce cas, cette première légende. Je veux dire 2 mots rapidement sur cette première légende autour de l'arrivée du train en gare de La Ciotat. On en parlait tout à l'heure avec Thierry. Bon, c'est le fameux film connu. Alors, c'est pas un des tout premiers. Il a été tourné en 96, alors que les tout premiers films ont été tournés en 95. Si la première projection, c'est le 28 décembre 95. Il y a une légende qui veut, vous avez peut-être entendu ça, que les tout premiers spectateurs ont été tellement surpris de la réalité, de la véracité presque de la chose, que quand ils ont vu un train qui leur fonçait dessus, ils se seraient mis à courir, paniqués de voir un train, et donc censément croyant qu'il y avait vraiment un train qui allait les écraser. Évidemment, ce qui joue sur le côté réaliste. Alors longtemps, moi j'ai cru que c'était totalement légendaire cet aspect, mais il se trouve qu'en dépouillant des journaux dans la Vienne, donc j'ai trouvé le 2 août 1896, il me semble que c'est à Châtellerault, une reprise de cette légende. Donc c'est peut-être que légendaire, mais en tout cas ça serait une légende qui existait dès le 2 août 96. Donc petite citation, ce tableau, donc c'est bien l'entrée d'un train en gare de La Ciotat, est d'une telle vérité qu'instinctivement à l'arrivée de la locomotive, les spectateurs se reculent craignant d'être écrasés par le monstre d'acier. Encore une fois, les journaux reprenaient parfois intégralement des textes écrits par les exploitants. Donc, est-ce que c'est que cette légende, elle courait déjà au niveau des exploitants et que certains jouaient là-dessus pour augmenter le côté... Voilà, on ne sait pas exactement, évidemment, mais c'est intéressant que ce soit une légende ou une réalité, qui est dans certains cas, dans celui-là que j'ai trouvé sur Châtellerault, que ça soit mis en avant par la presse. Alors, je parlais de réel, mais parfois ce sont des effets de réel plus ou moins artificiels. Donc le cinéma, dans cette période-là, c'est un cinéma muet. Pour autant, il n'est pas silencieux.
C'est-à-dire qu'évidemment, dans les films, les acteurs, les personnages n'étaient pas enregistrés, le son n'était pas enregistré en même temps. Et encore, on va voir un petit exemple. Il y a quand même des tentatives avec ce qu'on appelait les phonocènes développées par Gaumont, ce qui consistait en fait à mélanger à la fois une projection de cinéma, comme on peut le voir ici sur cette affiche, et en même temps, derrière, sur la gauche, on devine plus ou moins un phonographe. Donc en fait, il y avait un enregistrement à la fois au niveau de la captation de l'image d'un chanteur qui était aussi enregistré avec un gramophone, et après, lors de la projection, on synchronisait les deux de façon à donner l'illusion que le gars avait été enregistré, ce qui n'était pas une illusion totale, mais c'était sur deux supports différents. Il y a autre chose, je ne vais pas trop insister parce qu'à mon avis, sinon je vais déborder très rapidement. Mais même à cette époque-là, il y avait parfois des tentatives de bruitage assez complexes. Donc là, rapidement, citation d'un film où, pour accompagner ce qu'on voyait à l'écran, il y avait des grelots, des trompes d'auto, des choses comme ça, qui étaient censées permettre de mieux comprendre le cliché. Un spectateur qui voyait une voiture, et que c'était vraiment nécessaire de faire de poète, mais c'était encore une fois pour augmenter l'effet de réel. Donc là, c'était sonorisé dans la salle, évidemment pas dans toutes les salles. Le film n'était pas forcément présenté, ce film L'avenir dans la ligne de la main, n'était pas forcément présenté avec du bruitage. Mais là, dans ce cas, Avignon, c'est comme ça que ça a été présenté. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a ce côté assez paradoxal de l'illusion de la vie et de la nature, de l'illusion absolue de la vie réelle, de séances féeriques. Donc ce mélange à la fois de réalisme et en même temps de côté un peu féerique, de côté de l'illusion. Donc que je trouve intéressant. Évidemment, j'aurais pu, mais je vais en parler si j'ai le temps un petit peu dans un instant, de Méliès, qui évidemment est celui qu'on associe beaucoup à la féerie dans ce cinéma des premières années. Alors le réel, parfois un réel un peu arrangé. Jost, par exemple, explique que quand on parle des films Lumière, on a souvent l'idée que les Lumières, ils étaient très attentifs à faire des images les plus proches de la réalité possible. Oui, certes. Néanmoins, c'était une prise de vue qui était forcément arrangée, mise en scène, organisée. Et donc, par exemple, Jost parle de feintise itérative, en ce sens que l'idée, c'est que la réalité qui est captée, elle est organisée, mais néanmoins, elle est liée à une réalité qui est observée quand même, qui est concrète, qui est liée à des faits récurrents, mais qu'on va simplement organiser un petit peu pour pouvoir la capter de manière claire et précise. Quelques exemples, les deux films les plus connus liés à ce genre de choses, c'est la sortie des usines Lumière ou l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, encore une fois. Alors, dans l'arrivée d'un train, le conducteur de train n'attendait pas les commandes des opérateurs Lumière, bien sûr. Mais par contre, les passants, si j'avais le temps et l'occasion de vous montrer le film, mais vous le connaissez peut-être un petit peu, les passants qu'on voit, ils sont un peu organisés. On sait que les frères Lumière, qui étaient ceux qui avaient fait la captation de l'arrivée d'un train, ils avaient essayé de faire en sorte que les gens ne fassent pas n'importe quoi sur le quai, que donc du coup on puisse voir bien clairement le train arriver et ensuite les gens sortir du train. Donc ils avaient fait un petit peu de l'organisation de tournage dès cette époque-là. Pareil pour les sorties des usines Lumière, et c'est pas par hasard que le gars était en train de tourner et que juste à ce moment-là les gens sont sortis de l'usine. Forcément, ils attendaient, ils organisaient, pareil, ils organisaient un petit peu la sortie pour que ça soit un peu parlant. Donc c'est une réalité. Les ouvrières de l'usine Lumière, elles sortaient bien par la porte où elles ont été filmées dans ces différentes sorties, parce qu'il y en a eu plusieurs. Mais voilà, c'est une réalité, mais un peu organisée, un peu mise en scène. On peut aussi évidemment parler des actualités reconstituées. Là encore une fois, Méliès a pas mal tourné autour de ça, donc je vais vous en parler. Qui, pareil, sont une représentation de la réalité, mais là encore plus organisée, puisque il s'agissait de montrer des choses que on pouvait pas vraiment montrer, ou alors qu'il était beaucoup plus compliqué de montrer. Alors, puisque j'évoque Méliès, parlons-en un petit peu. Donc, on a fait cette opposition Méliès-Lumière en disant que Méliès, c'est lui qui avait inventé la fiction et Lumière, c'est lui qui avait fait inventer d'une certaine façon le documentaire, mis en scène le réel. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Méliès a aussi donc joué sur cette reconstitution du réel. Là, je vais citer, disons plutôt que c'est Jost qui a cité Jules Claretie, qui disait dans l'illustration que quand on n'a pas la réalité sous les yeux, on truque la vérité et on fabrique de la réalité avec des figurants de théâtre. Mais concrètement, on parle d'une certaine réalité, mais qu'on ne peut pas forcément présenter de manière simple, voire pas forcément présenter du tout.
Donc cette reconstitution du réel, évidemment, il a fait beaucoup d'autres choses. Méliès, je ne vais pas vous parler de tout ce qu'il a fait, mais rapidement, voilà, le genre de film qu'il pouvait faire. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les actualités reconstituées en studio. Alors, l'affaire Dreyfus, par exemple, qui est un film qu'il a fait à une époque où l'affaire Dreyfus était encore extrêmement sensible, et il avait un positionnement très clair pour Dreyfus, qui n'était pas évident à l'époque. Et autre cas, des événements très compliqués à capter. Une éruption de volcan, des vues sous-marines du cuirassé Maine. Alors j'avais prévu de vous montrer quelques petites secondes de ce petit film-là, mais bon, ça aurait été un peu compliqué de naviguer, je ne vais pas avoir le temps. Mais par exemple, les vues sous-marines du cuirassé Maine qui avaient coulé quelque part aux États-Unis, le côté un peu amusant, c'est qu'on sait comment il a fait ça, il l'a raconté lui-même. Il a mis entre la caméra et le décor avec les personnages, il a mis tout simplement un aquarium avec des poissons dedans. Donc ça permettait de faire croire qu'on était sous l'eau. Évidemment, à l'époque, voilà. Le commandant Cousteau n'avait pas encore développé ces appareils de captation sous-marine, donc ça aurait été un peu compliqué d'arriver à tourner vraiment sous la mer. Dans le temps qui me reste, je vais essayer de vous parler quand même de ces deux thèmes. Voilà, dans les 5 minutes, je devrais arriver à tenir plus ou moins. Donc de ces deux thèmes autour de la mécanique de l'inventaire et du miroir du quotidien, qui sont très liés, vous allez voir. Dans ces premières années, alors c'est quoi le genre les catégories de films qu'on va voir? Il y a la fiction, évidemment, je ne vais pas vous en parler parce que, ou alors très très peu, parce que c'est pas ça qui me semble le plus intéressant dans le sujet. Mais l'opposition, le terme qu'on employait, c'était pas documentaire, enfin on va voir qu'il apparaît à certains moments, mais on parlait plutôt de non-fiction, parce que ça regroupait tout un ensemble de choses qui n'étaient pas censées être de la fiction. Par exemple, des actualités telles on les voit apparaître dès les années 1908-1909. Donc, pour la fiction, bon, les genres, j'insiste pas encore une fois, c'est pas vraiment le sujet. Donc, à l'époque, il y avait féerie, comique, dramatique, etc. Pour la non-fiction, là, il y a tout un ensemble de termes qui désignent pas exactement les mêmes choses. Donc, par rapport à ce qu'on voit dans les journaux, encore une fois, je me base surtout sur ces sources-là. Donc, on va avoir des termes nature, paysage, voyage, panorama, plein air, et puis apparaissent quand même des termes qui se rapprochent de ce qui nous intéresse. Document, donc là, je juste cité pour justifier entre guillemets. Apt, donc dans un programme d'un cinéma Apt en 1912, et même le terme documentaire, dont on pense qu'il est apparu quand même un petit peu plus tard, il s'est généralisé plus tard, mais il apparaît déjà dans certains comptes rendus ou certaines annonces de programmes, donc un film documentaire ou un documentaire tout court qui est pareil à Apt, un peu avant même le terme document. Voilà, ça se cherchait un petit peu. Voilà, donc il y a tout un ensemble de termes qui apparaissent, qui désignent pas forcément les mêmes choses. Parfois même, chez Gaumont, c'est assez amusant, j'avais trouvé ça dans un récit si mes souvenirs sont bons, c'est Louis Feuillade, qui est un réalisateur assez important du début du cinéma. C'est lui qui a un peu inventé, en tout cas popularisé le serial à la française, avec Fantomas et compagnie. Les vampires, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et donc, il avait expliqué que Gaumont avait un peu créé une espèce de hiérarchie même dans ses films, entre guillemets, documentaires. Par exemple, quand un film était tourné par un opérateur, Gaumont lui-même regardait le film, ou son équipe, et ensuite ils évaluaient l'ambition poétique du film, et s'ils trouvaient une certaine touche poétique, c'était un panorama. Si c'était pas vraiment très poétique, c'était juste du plein air. Donc il y avait vraiment une hiérarchie artistique derrière ces catégories. Alors le cinématographe Lumière qui donc est le premier à avoir exploité, à inventer le cinéma et après avoir commencé à exploiter. Donc là je vais un petit peu vite parce que sinon je vais pas avoir le temps d'aller jusqu'au bout. Donc on sait que ils avaient une 50aine d'opérateurs qui ont été formés et envoyés un petit peu partout. Donc l'idée c'était d'exploiter l'invention, parce que je le répète, ils n'avaient pas vraiment la sensation que ça durerait longtemps. Donc le but c'était d'exploiter aussi vite que possible. L'idée aussi, c'était en envoyant des opérateurs, c'était de constituer un catalogue, parce que les opérateurs ils filmaient, mais après ils présentaient aussi les films dans les villes où ils allaient tourner. Et puis de constituer un aspect encyclopédique systématique. Petit clin d'œil sur la présentation qui a été faite avant. On note quand même une influence assez évidente des récits de voyage de la fin du 19e siècle dans cette façon d'aller filmer de manière plus ou moins systématique les paysages, souvent aussi une importance des colonies françaises. Donc on va retrouver aussi cet esprit colonial assez net. Je vous passe certains termes qui étaient employés évidemment sans aucune vergogne à l'époque.
Pour voilà quelques chiffres rapides, le cinématographe lumière a grosso modo été exploité pendant une dizaine d'années, entre 95 et 1905, donc à peu près 1500 films. Tous n'ont pas ont été conservés, mais il y a quand même un nombre assez important de films qui ont été conservés. C'est sans doute le catalogue où le pourcentage de films retrouvés, il y en a toujours qui sont retrouvés régulièrement, hein, des films lumière. On trouve dans un vieux grenier, dans un fond de caisse, un film lumière qui est dans un état plus ou moins décomposé. Donc voilà, ils ont tourné dans 35 pays. Il y a sur les 1500 films, donc il y en a plus de la moitié, 813 qui ont été tournés en France. Le reste, donc on va trouver donc les principales colonies françaises, l'Algérie, la Tunisie, le Vietnam. Enfin, Tunisie, colonie plus ou moins, enfin c'est plus ou moins clair. Voilà, je vais un petit peu vite. Juste petit clin d'œil, on pourrait presque voir les frères Lumière comme des précurseurs des archives de la planète d'Albert Kahn. Petit clin d'œil à cette occasion, s'il y en a qui sont intéressés par ce sujet, il va y avoir une présentation de cet ouvrage qui a été fait à partir de ces archives de la planète, qui aura lieu à l'université de Perpignan la semaine prochaine, le 26. À 18h, me semble-t-il, à la bibliothèque de l'université. Donc, si ça vous intéresse, il y aura même une petite projection de film. Donc, n'hésitez pas à venir. Alors, je vais aller un petit peu vite parce que, vu le temps qui me reste, ça va être un peu compliqué. Voilà, cette logique de l'inventaire, évidemment, elle va se faire un peu sur le principe du cliché. On va chercher des sujets typiques qui seront bien représentatifs d'une région, d'un pays. Donc, du coup, souvent, on va avoir environ 2 villas provençales, près de machin chouette. Bon, parce que c'est plus exactement où ça a été tourné et c'est censé être intéressé pas seulement ceux qui habiteraient ou qui connaîtraient cette zone-là. Une notion importante autour de cet intérêt pour le monde, pour en particulier aussi les monuments, les colonies françaises, c'est cette dimension propriétaire du cinéma. Donc c'est une expression qui, au départ, vient de Franck Castel, qui a, lui, travaillé plutôt sur la peinture, qui a été reprise par Noël Birch pour l'appliquer au cinéma. C'est l'idée que le cinéma va flatter un petit peu la petite et grande bourgeoisie en lui montrant son armée, son président, ses colonies, sa province même, qui est un peu parfois vue comme une espèce de colonie la plus proche, le Brest de la France, quand on est en train de projeter ça dans les beaux salons parisiens. Donc du coup, dans les journaux, on va trouver la mention d'un film qui présente un accident survenu près de notre gare, des vues de nos mémorables fêtes, notre musique du 7e génie qu'on peut admirer dans le film qui part de la côte, là c'est plutôt Avignon dont il s'agit, notre promenade des Platanes pour des films tournés à Perpignan, notre Beau Midi, pareil pour un film qui présente différentes vues des Pyrénées-Orientales. Enfin voilà, cette idée du nôtre, ou alors on va même des fois parler d'un passage à Madrid d'un exploitant français de cinéma où il va présenter nos fêtes carnavalesques et le panorama général de la Croisette, évidemment ça parle de Cannes, qui ont obtenu un grand succès. Donc là en plus les pays étrangers apprécient nos images, donc ça flatte encore un peu plus la fierté du public. Donc je vais, dans les quelques secondes qui me restent, parler très rapidement du côté scène locale, puisque dans l'idée, cette dimension propriétaire, elle va permettre de développer des scènes tournées localement. Donc c'est permis par le fait que le cinématographe lumière, qui a été après beaucoup, même si c'est pas du cinématographe lumière qui peut avoir été présenté partout, mais cet aspect-là a été beaucoup repris dans d'autres appareils. C'était un appareil 3 en 1 qui permettait de tourner, de développer des films sur place et de les projeter après. Donc avec, vous voyez, tout un ensemble d'appareillages, on pouvait faire ces 3 opérations. Et donc les opérateurs lumière, mais aussi, encore une fois, d'autres opérateurs d'autres appareils, pouvaient être autonomes et aller non seulement tourner quelques films, et puis les développer et les projeter. Alors concrètement, voilà quelques petits exemples rapides. Un exemple dans un journal du Vaucluse, donc qui montre bien à Carpentras que là où le succès s'est transformé en délire véritable, c'est lorsque est venu défiler un certain nombre de carpentraciens bien connus. Cette innovation était le clou de la soirée. Bon, c'est juste l'idée de bien montrer que ce que je disais tout à l'heure, là je boucle la boucle avec ce que j'évoquais, l'expression d'Edgar Morin sur disons l'attrait pour le cadre familial
familier. C'est que voilà, se voir à l'image, c'est ce qui provoque vraiment du délire, alors que presque à la limite montrer des images d'endroits que ces gens ne verront jamais, bon, c'est pas que ça les intéresse pas, mais ça provoque pas le même délire, ce qui peut paraître quand même un peu paradoxal. On pourrait penser qu'on serait plus intéressé à voir des choses qu'on pourra jamais voir. Parfois, donc, ça crée des éléments. Donc là, un extrait de l'Indépendant, donc journal de Perpignan, où ça va même jusqu'à ce que les exploitants annoncent qu'ils vont tourner des films. Donc du coup, les gens sont incités non seulement à essayer de traîner dans certains coins, mais après à venir se voir. Donc là, nous croyons savoir que le directeur du théâtre de la femme volante prendra, si le temps le permet, une nouvelle vue cinématographique de la sortie de l'église Saint-Jean. Donc cette vue sera prise dimanche 24 à la sortie de 11h30. On dit où, quand, comment, venez donc, habillez-vous de façon très chicose, comme ça vous serez filmé et après ça sera projeté. Alors ce qui est assez amusant, autre petit exemple, c'est qu'on peut aussi donc trouver, bon là je vais passer parce que je vais pas avoir le temps, mais juste pour finir, et je finirai sur ça, c'est que on sait là aussi, c'est pas une légende, qu'il y a certains exploitants qui ont joué là-dessus pour faire croire qu'ils allaient tourner, mais ils n'ont pas vraiment tourné. Comme ça amène les gens à venir assister à la projection de cinéma, ils pensent qu'ils vont se voir. Des fois on leur présente un film qui vaguement a été tourné devant une sortie d'église, on l'a dit que, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, ils ont annoncé qu'ils allaient tourner à la sortie de l'église de Saint-Jean. Ben, on leur présente une autre sortie d'église avec un plan très rapproché, comme ça ils vont se dire ah ouais je me suis pas vu, mais peut-être que le film dure 40 secondes, donc forcément j'étais pas là, mais je reconnais vaguement. Et puis des fois on apporte soi-même sa propre légende. Voilà, donc je vais pas vous lire tout ça, c'est un peu long, mais grosso modo le texte évoque ce que je viens d'évoquer moi-même, c'est-à-dire cette idée que les exploitants, certains exploitants un peu filous vont jouer là-dessus, vont jouer sur cet attrait, encore une fois je vais essayer de synthétiser par rapport au point de départ, cet attrait pour le cadre de la vie familière en essayant d'exploiter ça. C'est quelque chose qui va petit à petit disparaître, puisque au fur et à mesure que le cinématographe va un petit peu se perfectionner au niveau artistique, cet aspect-là, qui est peut-être un petit peu trop en superficiel, va être, disons, gommé au profit disons, d'une volonté artistique un petit peu plus importante. Voilà, je vous remercie. Merci Chevaldonnet, on t'écouterait pendant des heures. Et tu parlerais pendant des heures, et tu le sais. C'était un plaisir, mais du coup, nous n'aurons le temps que pour une seule question dans la salle. Oui. Oui, merci pour cette présentation passionnante, effectivement. Oui, j'avais une réaction, un commentaire par rapport à ce que vous disiez à la fin, en terminant, sur cette représentation donc du cadre de la vie familière qu'on trouve dans ce cinéma-là. Et ça m'a fait vraiment penser, c'est vrai que j'avais un peu occulté cela, effectivement, et en même temps, ça me fait vraiment penser à ce qui a été mis en avant par François Jost et d'autres d'ailleurs, sur le fait que, par exemple, avec la télévision, c'est vraiment quelque chose qui va devenir prégnant. Et donc, quand vous dites que, effectivement, cet aspect peut-être ensuite a été négligé parce que le cinéma a développé plutôt une ambition artistique, est-ce que finalement cela n'a pas migré ensuite vers un autre médium tel que la télévision ou d'autres, qu'en pensez-vous ? Oui, en effet, Jost a évidemment beaucoup plus travaillé sur la télévision, mais il a aussi, à un moment, je citais un de ses articles. En effet, oui. Alors, quand je dis que cet aspect-là a disparu du cinéma, il a disparu du cinéma entre guillemets grand public et commercial. Mais il a aussi viré vers le cinéma de famille, le film de famille sur lequel là il y a eu beaucoup aussi de travaux. Roger Audin en particulier a beaucoup travaillé là-dessus, il a travaillé quasiment que là-dessus. Mais il y a eu aussi cette scission-là, c'est-à-dire, et c'est quelque chose d'ailleurs, c'était pas le sujet donc je l'ai pas évoqué, mais c'est quelque chose qui apparaît dès la période, la période qui m'intéresse, c'est 1895-1914, parce que c'est une période qui est considérée comme la première période un peu charnière du cinéma.
Et en fait, le cinéma de famille, il apparaît dès ces années. Alors, on pourrait même dire que les films Lumière, c'est des films de famille, parce que dans les films, à un moment au tout début, il y avait une affiche du cinématographe Lumière pour la première projection. Mais en fait, quand on regarde les films qui ont été projetés dans la toute première séance, il y a entre autres, alors ils sont pas majoritaires, c'est pour ça qu'il faut pas trop insister là-dessus, mais les tout premiers films qu'ils ont fait, c'est Le repas de bébé, des trucs comme ça, ou les parties d'écarté, c'est la famille, c'est des films de famille qu'ils ont tournés, mais évidemment avec une volonté après d'en faire autre chose que simplement des films qu'on regarde entre soi, entre amis ou en famille. Mais donc les films Lumière, les tout premiers films Lumière, c'est des films de famille. On l'évoquait tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'ils ont tourné L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat? Parce qu'ils avaient une résidence secondaire à La Ciotat et que ce train-là, ils le prenaient souvent et que donc c'est comme ça qu'ils ont pu tourner relativement efficacement le truc, parce qu'ils maîtrisaient très bien, c'était très familier pour eux aussi. Mais évidemment, même dès les années début des années 1910, Pathé a développé une caméra qui s'appelait Pathé Coq. Alors évidemment, le coq, c'est l'emblème de Pathé, c'est pour ça que ça s'appelait Pathé Coq. Et en fait, c'était vraiment développé pour être une caméra de famille avec le petit projecteur qui permettait de faire des films. Alors évidemment, ça s'adressait à un certain public, évidemment. Mais il y avait aussi des films qui étaient... c'était un format différent, c'était du 9:5. Et donc, ils avaient aussi proposé des films qui avaient été tournés par Pathé, donc des films commerciaux, dans ce format-là. Donc, il y a eu Pathé Baby aussi, évidemment, plein d'autres formats. Mais le film de famille, il apparaît dès cette période-là. Donc, en effet, quand je parlais de disparition, en réalité, c'est plutôt une scission et vers un certain format. Et après, le Super 8, tout ça, qui sont des formats, évidemment, qui vont développer cet aspect-là. Merci Yves. Nous aurons l'opportunité de te lire prochainement. Et puis, je crois que tu nous as annoncé aussi tout à l'heure donc la projection d'un film la semaine prochaine, c'est ça? Il me semble que c'est le 26. Le 26, oui. Et nous aurons donc le plaisir de t'y retrouver. Alors, Louis Boulet, qui est doctorant à la Sorbonne Nouvelle, va nous offrir un saut quantique, en tout cas dans le temps, puisque nous allons évoquer maintenant les stratégies d'exposition contemporaine du photojournalisme. Merci. D'abord, juste pour préciser, je ne suis pas doctorant à Paris 3, il y a eu une erreur d'impression. Je suis à l'UQAM à Montréal et à l'Université de Tours. Donc voilà, à l'autre bout du XXe siècle et à l'orée du XXIe siècle, je vous propose donc d'observer comment le photojournalisme est exposé aujourd'hui. Et je voulais tout d'abord remercier les organisateurs et les organisatrices du colloque d'avoir accepté ma proposition, parce que j'étais un peu en bord du sujet, puisque quand on parle des médias de l'image et du photojournalisme, j'ai l'impression qu'on pense plus généralement au journal, au livre ou à l'affiche qu'à l'exposition. Pourtant, les expositions semblent aujourd'hui un débouché régulier des photojournalistes et ont longtemps été considérés comme de véritables médias à l'égard des médias de masse comme la télévision, la radio ou aujourd'hui Internet. L'exemple historique le plus connu de ça, après les expérimentations russes et allemandes du début du XXe siècle, est la célèbre exposition The Family of Man en 1955, qui a été vue par des millions de spectateurs tout autour du globe pendant presque 10 ans. L'exposition est un véritable médium de communication au sens de Marshall McLuhan, c'est-à-dire un moyen de communication, un milieu ou un contexte de communication qui implique une expérience différente des autres contextes. Ainsi, voir des photographies dans un livre n'engage pas a priori la même expérience que voir les mêmes photographies dans une exposition. C'est justement donc de cette expérience particulière de l'image et du photojournalisme au sein de l'exposition que je voudrais aujourd'hui parler à travers l'exemple des expositions de Willy Ronis au Jeu de Paume. Tout d'abord donc un mea culpa méthodologique, et je voulais souligner les écueils un peu de la recherche en muséologie, puisque quand j'ai présenté ma proposition, j'avais pensé comparer 4 expositions de Willy Ronis entre 2004 et 2017. J'avais choisi le même photographe pour pouvoir mettre en relief les différentes scénographies dans des lieux très différents les uns des autres: le château de Tours, la Monnaie de Paris, les rencontres d'Arles et Visa pour l'image en 2004. Ce que j'avais pas prévu et que j'ai découvert en commençant mes recherches, c'est qu'il me serait complètement impossible d'obtenir la moindre information sur l'exposition à Visa, puisque Jean-François Leroy, par email, m'a expliqué qu'il ne possédait aucune vue d'exposition et aucune archive sur cette exposition qui me permettrait donc d'en saisir un peu l'état, puisque j'avais pas pu la voir personnellement et que c'est une exposition qui a plus de 15 ans. Donc première exposition, premier problème, et ça illustre bien à mon sens à quel point la recherche est fragile, et en particulier la recherche sur les expositions,
puisque les seules sources qu'on a à notre disposition sont bien souvent lacunaires, voire inexistantes ou introuvables. Alors qu'on vit dans un monde où tout est pris en photo tout le temps, les chercheurs en muséologie doivent s'habituer à travailler dans le doute et dans la peur permanente de ne pas trouver le document qu'ils cherchent. Donc l'impossibilité d'intégrer Visa, comme je l'avais promis, amputait mon corpus d'un quart de son contenu, et d'un quart particulièrement significatif pour moi, puisque le festival porte une attention au photojournalisme particulièrement importante, dont nous sommes aujourd'hui la preuve d'ailleurs. D'autre part, cette exposition était la seule qui n'avait pas partie liée avec le jeu de paume, puisque les 3 autres étaient commissariés par Martha Gilly, qui était à l'époque la directrice du lieu, en 2009 à Arles, en 2010 avec Nathalie Neumann à la Monnaie de Paris, et en 2017 au Château Tours avec Mathieu Rivalin. Il me fallait donc remettre le jeu de paume au cœur de ma recherche, puisque j'avais perdu le seul élément qui me permettait de décentrer mon analyse. Rapidement, il m'est apparu que cette option, prise, je dois l'avouer, par défaut au départ, m'ouvrait en fait de nombreuses perspectives intéressantes. Depuis l'exposition d'Arles en 2009, le jeu de paume a participé à la production de plus de 10 expositions. Alors ça c'est les 4 de départ, et après j'ai vu un autre schéma avec les 10 expositions. Plus de 10 expositions, bon, sur l'œuvre de Willy Ronis, et dans des lieux très variés, autant en France qu'à l'étranger, toujours en partenariat avec la Maison de l'Architecture et du Patrimoine, que j'appellerai donc la MAP à partir de maintenant, puisque la MAP conserve la très importante donation de Willy Ronis à l'État, c'est-à-dire plus de 20 000 tirages, et que le jeu de paume, une de ses missions institutionnelles est de valoriser les fonds gouvernementaux, les fonds étatiques de photographie. Donc après avoir créé une exposition à Nogent-sur-Marne en 2010, l'institution a donc fait circuler une précédente exposition de la MAP à Brest et Gordes en 2010, puis à Bram en 2011, puis à São Paulo en 2013. Est-ce que j'ai le schéma plus complet. De même, en 2018 et 2019, l'exposition de Tours a voyagé à Valladolid, Venise et Hong Kong, où elle est toujours en cours à l'heure actuelle. Donc j'ai essayé de schématiser par des couleurs les différentes expositions originales et leur circulation dans le monde. La dizaine d'expositions produites par le jeu de paume sur Willy Ronis m'offrait donc un corpus tout à fait intéressant, me permettant de comparer des choix de monstration du photoreportage à travers un exemple unique et une production unique, celle du jeu de paume et la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Je me proposais donc à l'origine d'observer si les expositions du même photographe portaient un propos homogène ou non. Mais en commençant réellement le travail d'analyse des expositions, il m'a semblé clair que la question n'était pas tant d'étudier l'existence des similitudes, qui étaient assez évidentes, comme je vous le montre ici, donc entre São Paulo et Tours, mais plutôt les raisons de ces ressemblances très fortes d'un lieu d'exposition à l'autre et d'un continent à l'autre. Je m'interrogerai aussi avec vous, et c'est le but principal de ce genre d'analyse, sur l'impact que cette forme peut avoir sur la réception, sur la relation de l'exposition au public, dans quelle posture le place-t-elle, qu'attend-on de ses spectateurs, quel statut donne-t-on aux photographies de Willy Ronis. En comparant donc ces expositions, on ne peut que remarquer que le corpus d'images est très proche d'une exposition à une autre. J'ai essayé de vous montrer donc la même photographie dans 4 expositions différentes. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc le corpus d'images est très homogène et renforce donc un sentiment de similitude. Comment pourrait-il en être autrement, cependant, puisqu'il s'agit toujours du même photographe et les commissaires eux-mêmes changent assez peu. Comme je l'ai déjà dit, Martha Gilly est presque systématiquement commissaire ou co-commissaire de ces expositions qui sont pour beaucoup des versions itinérantes les unes des autres. Même l'exposition de Tours est une version augmentée, dans l'urgence, de celle d'Arles. Les commissaires affirment ne pas vouloir refaire toujours la même exposition et certains essaient d'éclairer des points différents de l'œuvre de Willy Ronis, comme la série Belleville-Ménilmontant, mise à l'honneur dans l'exposition de Tours. On retrouve cependant toujours le même corpus central, et cela vient probablement du fait que les tirages qui circulent sont conditionnés à l'avance dans des boîtes, ils sont mis sous boîte, mis sous plastique, pour simplifier le transport et réduire les coûts en cas de circulation. Cela vient bien sûr aussi de la volonté des commissaires de faire des expositions généralistes qui présentent au public les grandes icônes du photographe, mais j'y reviendrai. Le conditionnement préalable des photographies peut aussi expliquer en partie les constantes de présentation des photographies qui sont systématiquement encadrées en noir avec une Marie-Louise. Notons que certaines expositions ont proposé des vitrines pour montrer les publications de presse de Willy Ronis, mais il s'agit de la seule variation scénographique de cette grosse dizaine d'expositions. Certes, nous connaissons les multiples contraintes, en particulier budgétaires, des différents lieux d'exposition, mais cette sensation d'uniformité ne peut qu'être renforcée par la répartition des photographies à travers les expositions qui sont toujours globalement juxtaposées à plat sur le mur, le long d'une seule ligne à hauteur des yeux. Sur cette ligne, d'ailleurs, l'espacement est généralement confortable et d'autant plus important que la photographie est connue et qu'elle est pour la même raison de grande taille.
À l'inverse, les photographies moins importantes et plus petites sont parfois structurées en petits groupes compacts de 2, 3 ou 4 images, rassemblées par un thème ou par des points communs formels, mais toujours de manière très orthogonale et régulière. De même, l'utilisation de l'espace intérieur des salles d'exposition, ou plutôt l'absence d'utilisation de cet espace, est similaire presque à chaque fois. Le lieu est vidé de tout ce qu'il pourrait contenir et les photographies ne sont montrées qu'au mur, complètement à plat. Hormis quelques vitrines de ci de là, la plupart des salles d'exposition ne contiennent aucun objet, rien qui puisse gêner la circulation des spectateurs, rien qui puisse empêcher de saisir l'espace entier d'un seul regard, selon un programme d'exposition typiquement moderniste. Paradoxalement, ces grandes ressemblances dans les expositions n'ont d'égal que la variété des lieux dans lesquels elles sont accrochées. On compte dans les 11 expositions que j'étudie des lieux muséaux, comme le lieu de São Paulo, mais aussi des espaces qui n'étaient vraisemblablement pas dédiés à la fonction de l'exposition et qui ont été temporairement ou non adaptés. Il s'agit en général de lieux fonctionnels, municipaux pour la plupart, ou bien à l'inverse de palais et d'hôtels particuliers, comme je vais vous le montrer. Si ces lieux très différents amènent nécessairement leur lot de variations autour du modèle d'exposition dominant, il est étonnant de voir comment les lieux qui semblent les moins adaptés à une exposition s'efforcent de coller au canon et en révèlent ainsi les mécanismes de manière très claire. Les espaces sont donc vidés, les murs ou les simèses sur lesquels sont accrochées les photographies sont d'une couleur unie, le plus souvent blanc, sauf l'exception de Bram que vous pouvez voir à gauche, mais j'y reviendrai, et sont tout à fait lisses afin de débarrasser le bâtiment de toute connotation fonctionnelle. Cette scénographie, donc, vous l'aurez reconnue, c'est celle que l'on appelle le White Cube depuis au moins 40 ans. La description qu'en faisait Brian O'Doherty dans ses articles introductifs, il y a presque un demi-siècle, est totalement proche de ce que l'on peut observer ici. Un espace blanc, vide, sans fenêtre, illuminé par le haut, idéal et presque sacré. Les effets de cette scénographie sont bien connus et encore une fois très bien décrits par Brian O'Doherty qui en fut le critique implacable. L'esthétique vire au commerce, remarque-t-il. C'est-à-dire qu'il s'agit, dans ces expositions, de rendre l'objet présenté précieux, de l'exposer comme on expose un bijou, une relique sacrée. La lumière spot, récurrente d'une exposition à l'autre, fait ainsi ressortir les images blanches de l'obscurité, comme un diamant brille dans la nuit. On remarque d'ailleurs plus ou moins, selon les lieux, les cercles dessinés par la lumière focalisée. Le sommet de cette technique est atteint dans un espace totalement noir, comme celui de Bram, ce qui nous montre bien que, contrairement à ce que son nom semble indiquer, le cube blanc n'est pas nécessairement lié à une couleur, mais il est avant tout un rapport aux images. La préciosité des œuvres montrées est aussi évidemment soulignée par la préciosité de leur contexte, ce qui explique peut-être pourquoi la moitié des lieux que nous analysons sont des palais luxueux. De l'église d'Arles au château de Tours, en passant par les magnifiques demeures anciennes de la Monnaie de Paris, la Casa dei Treucci ou l'hôtel particulier de Nogent-sur-Marne, on dirait que l'on essaie de transférer le prestige des lieux et leur richesse à l'œuvre de Willy Ronis. La façon dont ces lieux sont aménagés en dit long aussi sur le rapport au luxe qu'entretiennent ces expositions. Dans ce type de lieu, les traces de richesse sont inévitables. Les superbes poutres, les moulures, les portes ou les planchers sont omniprésents qu'on le veuille ou non. L'exemple le plus parlant, cependant, de cette contagion du luxe se trouve dans l'aménagement de l'Hôtel de la Monnaie, bâtiment extrêmement prestigieux du XVIIIe siècle. Alors qu'à certains endroits, les simèses montent presque au plus haut, d'autres laissent opportunément voir les moulures et les dorures supérieures. De même, certaines pièces d'architecture ont été volontairement intégrées dans l'espace d'exposition, comme les cheminées ou les colonnes. Si le contraste entre les deux esthétiques, entre Willy Ronis donc, et le palais d'exposition, est saisissant, c'est l'entrée de l'exposition du palais de la Monnaie qui montre à quel point elle s'appuie sur la beauté classique du lieu. C'est ce que vous voyez à l'écran. Dans une sorte de cour intérieure avec balcon, qu'on ne voit pas à l'image, la scénographie joue à la fois de la colonnade en marbre et des lustres perlés, du dallage en damier pour se les approprier. Les lustres deviennent un élément de décoration et d'éclairage. Les petites simèses carrées rejouent les colonnes et le damier crée une sorte d'environnement tamisé dans lequel on déambule pour découvrir les chefs-d'œuvre du photographe. Donc, c'était la première pièce qu'on voyait en entrant dans l'exposition. Bien entendu, l'objectif de cette scénographie n'est pas seulement l'augmentation de la valeur des photographies de Ronis, qui appartiennent toutes, comme je l'ai déjà dit, à l'État et qui sont donc en principe incessibles, même si ce n'est jamais désagréable de savoir que le fonds qu'on gère gagne en valeur. Le caractère précieux que nous avons évoqué joue en fait évidemment aussi dans la légitimation des œuvres présentées, leur artification. Le cube blanc, la seule convention majeure à laquelle l'art moderne ait dû se soumettre, selon O'Doherty, transfère évidemment à son objet cette dimension artistique. Cela est d'autant plus vrai lorsque la présentation muséale est effectuée dans un lieu très richement décoré, comme ici. On ne voit pas très bien, mais la légitimité du luxe est aussi la légitimité culturelle. Et il y a indiqué en haut à gauche, au-dessus de la porte, le nom de Pisanello, un
grand artiste, un grand maître ancien, qui donc par contagion, par contact, transfère son statut artistique à Willy Ronis. On pourrait s'étonner ou s'agacer de ce traitement artistique de Willy Ronis, qui était un photojournaliste de RAFO, qui a commencé à travailler et qui s'est fait connaître à travers la presse de gauche, et notamment en publiant dans la revue communiste Regard. Je ne reviendrai pas sur les problèmes que peut poser l'accrochage au mur d'une image qui n'y était pas destinée, mais je ferai au moins 2 remarques. La première est que, comme l'affirme le commissaire de l'exposition de Tours, Mathieu Rivalin, le travail de Willy Ronis dépasse largement le cadre du photojournalisme. Les commandes industrielles, la publicité ou encore les photographies faites pour le plaisir, parfois posées, s'éloignent du photojournalisme en tant que tel. C'est d'ailleurs le cas de nombreux photographes à cette époque, et encore aujourd'hui, comme nous l'ont montré les discussions hier. Les photographies de Ronis ne sont donc pas toutes destinées à la page imprimée. Qui plus est, l'un des traits caractéristiques de la carrière de Ronis, qui est mort à 99 ans, presque à 100 ans, est justement qu'il a eu le temps de revoir plusieurs fois ses photographies et d'organiser son œuvre en vue de la légitimer. Ainsi, l'accent mis par Mathieu Rivalin sur son travail personnel par Belleville-Ménilmontant, que j'ai montré au début, participe à changer l'image de Willy Ronis de simple exécutant en auteur créatif et indépendant de toute commande, selon le schéma esquissé par Gaël Morel pour le photoreportage d'auteur. En effet, à partir des années 70, plus les photojournalistes intègrent à leurs images des éléments personnels et plus ils parviennent à se détacher de la commande, plus ils sont reconnus comme des auteurs à part entière, à la manière de Robert Frank ou de Pardot. D'autre part, le rapport de Willy Ronis aux expositions n'est pas nouveau. Il réalise des expositions depuis les années 50, dont 3 fois au MoMA quand même, et selon Françoise Denoyel, s'implique beaucoup personnellement dans chacune de ses expositions. Son désir de parvenir à une légitimité d'artiste ou d'auteur est particulièrement sensible quand il fait agrandir un jeu de 7 photographies en très grand format. J'ai pas pu retrouver les dimensions exactes, mais on m'a parlé de plusieurs mètres de tirage, donc pour un photoreporter qui au départ travaille au petit format ou au moyen format. Cette adaptation de son œuvre au code du musée et de la photographie contemporaine, certains diront au code du marché de l'art, marque un fort désir de légitimité de la part du photographe, qui se ressent aussi tout au long de ses écrits et de ses références aux grands artistes. Il affirmait par exemple en 1980 que ses références étaient Bruegel et Bach, rien que ça, citation qui sera d'ailleurs reprise dans les expositions qui visent à le légitimer. On ne peut pas vraiment lire à l'écran, mais il faut que vous me fassiez confiance, c'est écrit à droite. On ne peut alors pas reprocher à ces expositions de trahir les intentions de Willy Ronis. Au contraire. L'accrochage muséal de type White Cube donc, permet d'effectuer ce transfert de statut, d'un statut photoreportage à un statut d'artiste, et permet de confirmer le photojournalisme et plus largement la photographie dans son statut artistique. Hérité de la mission du patrimoine photographique, le jeu de paume remplit alors sans doute ici une de ses missions institutionnelles dans la valorisation symbolique et économique de la photographie. On peut rapprocher cela de la démarche politique générale de Willy Ronis dans ses images, qui légitime les pratiques sociales populaires tout au long de son œuvre. À son tour, le jeu de paume légitime une activité sociale dominée par le biais de ses expositions. Il y a là aussi, dans ce processus, la légitimation d'une personne issue des classes populaires qui accède enfin au statut envié et privilégié d'artiste. Au jeu de paume, donc, la photographie, cet art moyen, est enfin montré de la même manière que les activités populaires dominantes, que les activités culturelles dominantes, pardon. L'affaire est donc entendue du côté du photographe, qui s'accommode fort bien de cette présentation muséale et de son nouveau statut d'artiste. Pour autant, comme on le sait, l'un des problèmes les plus souvent soulevés par l'accrochage en cube blanc est le rapport qu'il implique avec les spectateurs. En tant que médium, l'espace d'exposition est la première chose que nous voyons, et il redéfinit notre statut de spectateur. En effet, toute matérialité est évacuée de l'espace pur de l'exposition, y compris celle de notre propre corps. Nous devenons tout entier œil, selon O'Doherty, ou fantôme, selon cette photographie à São Paulo. Nous ne faisons plus aucun bruit, nous ne sommes plus censés ressentir le froid, le chaud ou la fatigue, le dos qui fait mal ou les jambes lourdes. Nous ne sommes plus accompagnés de nos amis, mais nous sommes tout entiers ouverts et silencieux devant les œuvres qui nous transmettent leur message visuel. Cela est particulièrement visible donc dans les photographies d'exposition, qui sont souvent les seuls documents, comme je le disais, qui restent à notre disposition pour étudier les expositions. Elles sont parfois lacunaires, mais elles reflètent bien souvent l'idée que les commissaires se font de leur exposition. Dans le cas présent, la majorité des images à notre disposition reprend les codes modernistes et nous montre des espaces vides de tout spectateur, confirmant qu'à la limite, comme O'Doherty l'évoquait, nous ne devrions même pas être physiquement à l'intérieur de l'espace d'exposition. Il faut toutefois noter l'originalité des prises de vue de l'exposition de Venise, et plus encore celle de Valladolid, qui joue donc des reflets de la présence des spectateurs.
L'aménagement de l'espace des salles d'exposition, comme j'ai déjà dit, souvent vides, nous confirme bien que le spectateur n'est pas là pour habiter le lieu, mais en l'absence de bancs et de chaises dans toutes ces expositions, le spectateur n'est là que pour passer. Ces espaces impliquent alors un regard contemplatif, une position passive pour le spectateur, qui n'a qu'à consommer les œuvres visuelles, bien loin des efforts scénographiques politiques qui ont été engagés tout au long du XXe siècle. Est-ce à dire alors que les expositions du photographe communiste Willy Ronis sont devenues des espaces élitistes dans lesquels des œuvres difficiles sont montrées à un public habitué à ce genre d'exercice, comme l'affirme O'Doherty dans sa critique du cube blanc? Est-ce à dire que nous sommes face à un espace où l'art est coupé de la vie, comme ces salles sans fenêtres? Certes, on peut observer une certaine neutralisation du contenu politique des images. Les séries de reportages sont désarticulées. Les séries de reportages sont désarticulées et l'on n'a gardé qu'une ou deux images par reportage, ce qui rompt complètement la narration engagée par leur auteur. Les images ne servent plus à la construction d'un sens, mais fonctionnent uniquement comme des icônes, auréolées de lumière. Dans ce décor, le regard est bien plus attiré par la beauté formelle des images que par leur contenu. Pour autant, on peut se demander si la critique de O'Doherty est applicable telle quelle à ces expositions de photographie. Il faut savoir qu'il écrit ses textes dans les années 70 avec en ligne de mire l'art abstrait américain d'après-guerre. L'élitisme, par exemple, n'est pas absolument certain. Dans la petite commune de Bram, qui a donc ouvert une exposition de Willy Ronis, commune de 3000 habitants de l'Aude, l'exposition de Willy Ronis a réussi à attirer le double de ce qui était attendu, plus de 2000 visiteurs en un seul mois. Difficile de croire qu'il ne s'agissait que d'experts d'art moderne ou contemporain. Faut-il en déduire alors que la photographie, en tout cas celle de Willy Ronis, parvient à dépasser les effets castrateurs du cube blanc? C'est ce que j'aimerais vous suggérer aujourd'hui, avec Mathieu Rivalin qui affirmait « Willy Ronis résiste beaucoup à l'esthétisation, même si l'on met des cadres à ses images, elle parle beaucoup ». De fait, les textes assez longs et nombreux qui accompagnent les images, textes écrits par Willy Ronis lui-même, participent à la contextualisation et la narration politique de ces images. Ainsi donc, la présentation de Willy Ronis dans les expositions du Jeu de Paume semble suivre systématiquement les codes du cube blanc afin de légitimer artistiquement la pratique du photographe en dépassant sa production de presse tout en conservant une certaine dimension politique. En effet, malgré le cube, les photographies continuent de communiquer leur contenu social, de faire signe vers le monde extérieur et de nous parler de la société. Le Jeu de Paume suit ainsi sa mission institutionnelle sans abandonner son engagement social. C'est peut-être le sens de la démarche globale de Martha Gilly qui affirmait que la tension entre le politique et le poétique était le fil conducteur de sa programmation au Jeu de Paume. L'exposition de Willy Ronis nous prouve alors qu'il peut bien y avoir une poétique de l'engagement. Je vous remercie. Merci Louis Boulet pour cette présentation. Et une présentation d'autant plus, je dirais, utile qu'elle nous interpelle sur la façon d'exposer. Et c'est vrai que nous sommes un peu engagés maintenant dans une habitude, cette habitude de voir toutes ces expositions souvent présentées de la même manière. Et des fois, on aurait peut-être envie d'autre chose. Alors ces autres choses, elles existent, y compris à Arles, y compris à Visa, etc. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être parfois envie de plus de diversité. Mais si ce modèle s'est à ce point répandu, c'est aussi qu'il y a des raisons, c'est qu'il y a des motifs et qu'il est apprécié. Donc peut-être que ça vaudrait la peine de questionner la réception de ce type de modèle, cette fois-ci par les gens qui vont aux expositions, qui les regardent. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Qu'en pensent les personnes qui sont engagées dans ces lieux où, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, on ne s'arrête pas? Est-ce que ce sont des gares où les trains seraient des photos, des photographies, des clichés, ou est-ce que ce sont des lieux où on ne s'arrête pas parce que souvent on conserve une impression sans pour autant entrer dans l'image? Et je crois que ce serait intéressant justement d'interroger, de faire une enquête pour voir la réception par les visiteurs. Qu'en pensent-ils? Vous voyez, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est très juste. Après, je pense que si c'était une gare, ce serait nous les trains, parce qu'on fait que passer dans la gare. C'est devenu un peu effectivement des non-lieux au sens de Marc Auger, c'est-à-dire que voilà, on ne fait rien là-dedans, on y passe, on regarde rapidement, on fait une sorte de translation verticale le long des murs, et puis c'est tout. Je pense que ce serait intéressant de faire une étude de la réception de la part du grand public de ces espaces. Depuis presque 100 ans maintenant, c'est devenu la norme principale de l'exposition de l'art et de l'art moderniste en particulier.
Et je pense que c'est ça qui est perçu en premier par les spectateurs. Je ne l'ai pas montré là, mais il y a des vidéos, notamment à Bram, où ils ont interviewé donc, des spectateurs, le public qui était présent sur place. Et les gens sont très contents de ça, en fait. Et c'est parce que ça apporte une touche de légitimité. Ça fait exposition sérieuse, quoi. Plus que, je ne sais pas si on va juxtaposer des photos, si on va faire des grands tirages au mur. Et c'est ce que le commissaire, j'ai fait un entretien donc, avec Mathieu Rivalin, qui a fait l'expo de Tours, et qui après a beaucoup circulé. C'est ce qu'il me disait. Il me disait, en fait, on ne peut pas se permettre trop d'innovation scénographique parce qu'on s'adresse au grand public qui n'est pas prêt à voir voilà, un agrandissement en dos bleu collé sur un mur en entier ou voir plusieurs fois la même image, parce que Willy Ronis a beaucoup retiré ses propres images, donc voir les variations et le traitement de son œuvre par lui-même. Voilà, que le public attend pas ça d'une expo Willy Ronis. Donc c'est sûr, finalement, Willy Ronis est presque piégé par son statut d'icône et de grand photographe dans l'histoire de la photographie. Peut-être y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Oui, merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur les sources avec lesquelles tu travailles, enfin sur les photographies d'exposition avec lesquelles tu travailles. Tu en as un peu parlé au début. Mais par exemple, j'ai eu l'impression que Arnaud Giesinger avait fait des photographies d'au moins 2 expositions de Willy Ronis. Alors, peut-être quelle est sa démarche à lui en tant que photographe, ou est-ce qu'il fait beaucoup de photographies d'exposition? Et d'où viennent les autres photographies? Est-ce que c'est de journaux, par exemple, qui font la promotion de ces expositions? Bah, c'est une très bonne question et c'est souvent un impensé des travaux sur les expositions. C'est-à-dire que c'est vraiment un des seuls matériaux qu'on a pour bosser sur les expositions, avec les articles de presse et la réception, mais en images, pour savoir comment c'était accroché, etc. On a souvent que ça. Et on est vraiment surpris, moi je suis vraiment surpris en général de voir qu'il y a très peu d'images sur Internet des expositions. Je cherchais par exemple des photographies de l'exposition Soulèvement, qui a eu lieu à Paris en 2016, si je me souviens bien. Qui avait beaucoup fait parler d'elle, etc. On trouve presque rien sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est très dur de chercher une image sur Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram. C'est très compliqué de trouver des images. Là, toutes les images que je vous ai montrées, ou presque, elles sont, je les ai eues de la part du Jeu de Paume, qui conserve des archives de ses propres expositions. Comme elles ont toutes été produites par le Jeu de Paume, ils demandent au lieu à qui ils prêtent les expos de leur envoyer des vues d'expo. J'ai mis le nom du photographe quand je l'avais, parce que c'est aussi une démarche importante, c'est-à-dire que on pense souvent que voilà, ces vues d'expo, elles sont neutres et elles sont produites par personne. En fait, il y a toujours un photographe qui intervient et à qui on a donné des indications ou qui a une habitude de photographie. Arnaud Giesinger, c'est un peu le photographe d'exposition attitré du Jeu de Paume. Donc je l'ai mis il a photographié l'Expo de Tours et l'Expo de la Monnaie de Paris parce que c'est les 2 expositions qui ont été produites dans des lieux qui appartiennent au Jeu de Paume. Mais pour les autres, j'ai aucune information. Des fois, c'est le directeur du lieu ou le commissaire d'exposition. Je vous en ai pas montré, mais à Brest, il y a des photos vraiment très très mauvaise qualité, qui ont été prises à l'appareil photo, un peu comme ça. J'ai l'impression qu'on lui avait dit vous voulez pas nous envoyer des photos de l'exposition, et puis il a fait vraiment de mauvaise grâce un soir. Enfin, il n'y a pas de lumière. Donc c'est assez drôle, mais en même temps, c'est un matériau intéressant de voir comment on présente sa propre exposition. Arnaud Giesinger, par ailleurs, c'est un artiste photographe qui a une pratique personnelle. Mais qui est vraiment le photographe du Jeu de Paume. Il y a un chercheur qui s'appelle Rémi Parcollet qui travaille sur les photographes d'exposition et qui a fait toute cette démarche génétique, de remonter qui a fait quoi, pourquoi, quelles sont les expositions, et qui compare un peu des styles de photographie. C'est une démarche qui est très intéressante, qui n'est pas complètement la mienne, mais qui est vraiment chouette. Cette session se termine. Donc je remercie Pierre-Guy Vaudon, Yves Chevaldonnet et Louis Boulet d'être intervenus. Et je vous propose désormais de partager nos impressions pendant la pause